Ils ne se sont pas introduits par effraction dans l'hôpital général de Brearhaven. Ils y ont été invités. Pendant que l'infirmière Tessa Monroe luttait pour cacher la fille terrifiée d'un marine à des hommes armés se faisant passer pour des ambulanciers, quelqu'un à l'intérieur du bâtiment était au téléphone, chuchotant à propos de codes d'accès, de clés USB et de paiements qui venaient d'être effectués. Ava Brooks avait couru sous la pluie, les côtes cassées, serrant dans sa main la plaque d'identité de son père, convaincue que l'hôpital la sauverait. Elle avait tort. Les personnes qui la traquaient avaient de l'aide à l'intérieur. Et lorsque Tessa a entendu cette voix dans la cage d'escalier, tout ce qu'elle croyait savoir sur son lieu de travail s'est effondré. Ce n'était pas seulement un braquage, c'était une exécution soigneusement planifiée et le temps était compté. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous d'où vous regardez la vidéo dans les commentaires. Bonne lecture. Laissez-moi vous ramener 6 heures en arrière. Tessa Monroe n'avait pas prévu de rester après minuit. Elle avait déjà travaillé toute la nuit au service des urgences du Brearhaven General, un hôpital côtier qui voyait passer toutes sortes de cas, des accidents de pêche aux collisions routières. Ses pieds lui faisaient mal comme seules 12 heures passées debout sur du linoléum peuvent les faire souffrir. Le genre de douleur qui commence dans les talons, remonte le long des mollets et s'installe profondément dans le bas du dos, où elle compte bien rester pendant plusieurs jours. Sa blouse sentait l'antiseptique et le vieux café. Ce mélange particulier d'odeur d'hôpital qui ne part jamais, même après plusieurs lavages en machine. Elle avait promis à sa sœur de lui préparer le dîner. Cette promesse datait de 5 heures et était déjà rompue. Sarah lui avait envoyé 2 SMS. Premier message. J'arrive. Deuxième message. Laisse tomber, je commande une pizza. Pas de colère, pas de culpabilité, juste de l'acceptation, car Sarah savait ce que cela signifiait d'avoir une infirmière dans la famille. On apprend à ne pas faire de projet. On apprend à ne pas s'attendre à ce que les promesses soient tenues. On apprend que lorsque sa sœur dit qu'elle sera là, ce qu'elle veut vraiment dire, c'est qu'elle essaiera. Mais c'est ce que font les infirmières. Elles restent, elles prennent le relais, elles tiennent le coup quand tout le monde rentre chez soi. À 23h30 ce soir-là, Tessa vérifiait les dossiers au poste principal lorsque Carla, l'infirmière responsable, s'est approchée avec cette expression particulière que tous les employés de l'hôpital reconnaissent instantanément. Le regard qui dit que quelqu'un s'est fait porter malade. Le regard qui dit que nous sommes en sous-effectif. Le regard qui dit « Je sais que tu es épuisé, mais j'ai besoin que tu restes. » Tessa n'a même pas attendu qu'elle lui demande. Elle a simplement hoché la tête. « Merci, dit Carla, le visage rayonnant de soulagement. Je te revaudrai ça. » Tessa sourit, le genre de sourire fatigué qui n'atteint pas tout à fait les yeux. « Tu me revaudras environ 15 fois, mais qui compte? » Le service de traumatologie de l'hôpital général de Brearhaven n'était pas particulièrement occupé cette nuit-là. Un pêcheur avec une profonde lacération à l'avant-bras. Un adolescent qui avait eu un accident de vélo et avait besoin de points de suture au-dessus du sourcil. Une femme âgée souffrant de douleurs thoraciques qui s'est avérée souffrir d'une grave indigestion. Des cas de routine, le genre de garde où l'on reste vigilant parce qu'on sait que le calme ne dure jamais. En médecine d'urgence, les nuits de calme ont tendance à se retourner contre vous sans prévenir. Tessa effectuait ses rondes avec l'efficacité d'une personne qui fait ce travail depuis plus de 10 ans. Elle a ajusté les perfusions, vérifié les signes vitaux, mis à jour les dossiers des patients. Elle a tenu la main d'un enfant effrayé pendant qu'un médecin examinait une éruption cutanée suspecte. Elle a expliqué les effets secondaires des médicaments à un membre de la famille désorienté, avec le ton patient et doux qui inspire confiance même aux personnes effrayées. Elle a nettoyé une flaque dans le couloir, car attendre le service de nettoyage aurait pris trop de temps et quelqu'un aurait pu glisser. C'est là l'héroïsme quotidien des soins de santé. Les milliers de petits jets de soins qui se produisent entre deux urgences. Le travail qui ne fait jamais la une des journaux, qui n'est jamais reconnu, mais qui permet tout de même de sauver des vies. Vers 11h45, Tessa se retrouva debout devant la fenêtre de la salle de pause, regardant la pluie qui avait commencé à tomber sur Brearhaven. La ville côtière semblait grise et floue à travers la vitre striée d'eau. Les lampadaires se reflétaient sur la chaussée mouillée. L'océan, à peine visible au loin, était sombre et agité sous un ciel sans lune.
Elle pensait à son appartement, à son lit, au livre qu'elle essayait de terminer depuis 3 semaines. Le luxe simple et merveilleux du sommeil. Mais ce que Tessa ignorait, ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est que l'hôpital général de Brearhaven était sur le point de devenir l'endroit le plus dangereux de la ville. Non pas à cause de ce qui allait franchir ses portes, mais à cause de celui qui attendait à l'intérieur depuis le début. Quelqu'un qui avait tout planifié, tout préparé, quelqu'un qui avait transformé un lieu de guérison en quelque chose de complètement différent. Cette personne allait se révéler de la pire manière qui soit. Mais avant cela, quelqu'un avait besoin d'être sauvé. Avant d'aller plus loin, laissez-moi vous poser une question. Combien d'entre vous ont déjà travaillé dans un emploi où vous avez tout donné, votre temps, votre énergie, votre cœur, et où vous avez à peine reçu un merci en retour? Si c'est votre cas, laissez un commentaire disant « Je te comprends, Tessa ». Infirmières, enseignants, premiers intervenants, cette histoire est pour vous tous. Et si vous pensez que des personnes comme Tessa méritent d'être reconnues, cliquez sur le bouton « S'abonner », car ceux qui ont essayé de la détruire cette nuit-là ne le feront pas. 23h47. Les portes coulissantes du service des urgences s'ouvrirent dans un léger sifflement et Ava Brooks entra en titubant. Elle avait 26 ans. Ses cheveux noirs collaient à son visage à cause de la pluie qui avait trempé toutes les couches de ses vêtements. Son jean était déchiré aux genoux, laissant apparaître sa peau écorchée. Elle serrait un bras contre ses côtes, comme si elle s'efforçait de se maintenir debout à la seule force de sa volonté. Et dans sa main gauche, elle tenait quelque chose si fermement que ses jointures étaient devenues blanches. Une plaque d'identité en argent. Tessa leva les yeux de son poste. Son entraînement prit le dessus avant même qu'elle ait eu le temps de réfléchir. Hémorragie interne, fracture possible, état de choc. Son esprit passa automatiquement en revue les protocoles de triage, comme il le faisait toujours lorsque quelqu'un franchissait ses portes en quête d'aide. Mais ce furent les yeux d'Ava qui la figèrent sur place. Ce n'étaient pas les yeux d'une personne blessée dans un accident. Ils n'étaient pas vitreux de douleur ou de confusion. Ils étaient vifs, hyper vigilants, passant rapidement de l'entrée au couloir, puis aux fenêtres, et vice-versa. C'étaient les yeux d'une personne pourchassée. Ava fit 3 pas chancelants en avant et sa voix sortit dans un murmure rauque. « J'ai besoin d'aide. S'il vous plaît, ils arrivent. Ils m'ont retrouvé. Je n'ai pas beaucoup de temps. » En 12 ans d'expérience en tant qu'infirmière aux urgences, Tessa avait entendu beaucoup de « s'il vous plaît » désespérés. Elle avait entendu des gens supplier pour obtenir des analgésiques, des réponses sur les résultats d'examen, pour que quelqu'un sauve un être cher qui s'éteignait dans la pièce voisine. Mais quelque chose dans cette situation était différent. La façon dont Ava jetait des regards vers les portes, la façon dont sa respiration était saccadée, non pas à cause de la douleur, mais à cause de la panique. La façon dont elle se tenait là, tremblante, non pas à cause du froid, mais à cause d'une peur si profonde qu'elle semblait émaner d'elle par vagues. Tessa s'empressa de la guider vers un lit vide. « Qui vient? Qui vous a retrouvé? » Ava brandit la plaque d'identité avec des doigts tremblants. Le métal reflétait la lumière fluorescente, tournoyant lentement. « Mon père, c'est un commandant de la marine. Il y a 2 mois, il a mené un raid qui a démantelé un réseau de contrebande. Des armes, de l'argent, des gens qui ne pardonnent pas. Le commandant James Brooks y avait fait son travail. Il l'avait bien fait. Pendant 18 mois, lui et son unité avaient suivi une opération de contrebande sophistiquée qui transportait des armes illégales à travers les ports côtiers du littoral Est. Le réseau avait des ramifications dans 3 pays et générait des millions de dollars de revenus illégaux. Lorsque Brooks eut enfin suffisamment de preuves, il agit rapidement, coordonna des raids dans 4 États, saisit des conteneurs remplis d'armes automatiques, d'explosifs, d'argent liquide emballé dans du plastique et caché dans des caisses à double fond. Il arrêta 17 personnes en une seule nuit. Il démantela un empire. Mais les empires ne meurent pas en silence. Ils se métastasent. Ils s'adaptent. Ils trouvent les failles dans votre armure et les exploitent sans pitié. Et Ava Brooks venait de devenir la faille dont ils avaient besoin. Assise sur le bord du lit d'hôpital, toujours agrippée à ses côtes, elle raconta son histoire par bribes. Ils ont piraté mon application de covoiturage. Je ne sais pas comment. Je quittais le travail, j'ai appelé un taxi, puis j'ai reçu un message d'un numéro que je ne connaissais pas. Un téléphone jetable.
Ils savaient où j'étais. Ils connaissaient mon itinéraire. Ils m'ont dit de les retrouver à l'embarcadère où ils étaient venus à mon appartement. Ils m'ont envoyé une photo de ma porte d'entrée. Sa voix s'est brisée. Tessa lui a pris la main et l'a serrée. Je n'y suis pas allé. Ava a continué. J'ai couru. J'ai couru si vite que j'ai cru que mes poumons allaient exploser. J'ai pris des ruelles où les voitures ne pouvaient pas me suivre. Je me suis caché derrière des poubelles, j'ai escaladé une clôture et j'ai déchiré mon jean. Je les entendais derrière moi crier « Engin ». J'ai continué à courir jusqu'à ce que je voie le panneau de l'hôpital briller à travers la pluie. Je me suis dit que si j'arrivais jusqu'ici, je serais en sécurité. Les hôpitaux ont des caméras de sécurité. Les gens. Je pensais qu'ils ne me suivraient pas à l'intérieur. Elle a levé les yeux vers Tessa avec ce regard hanté. Je pensais que l'hôpital me sauverait. Elle pensait que l'hôpital la sauverait. Elle ne se doutait pas que cela allait presque la tuer. Tessa cherchait de la gaze lorsque l'alarme incendie s'est mise à hurler. Le son a transpercé le calme relatif du service des urgences comme une lame. Aigu, implacable, impossible à ignorer. Des lumières rouges ont commencé à clignoter au plafond, projetant sur le couloir une alternance d'ombre et d'une lueur cramoisie aveuglante. L'alarme pulsait au rythme des battements soudainement accélérés du cœur de Tessa. Et pendant un instant, elle se figea, les mains toujours tendues vers l'armoire à fourniture. Dans un hôpital, les alarmes signifient un protocole. Elles signifient une procédure. Elles signifient que tout le monde doit agir selon un plan soigneusement répété qui a été inculqué au personnel jusqu'à ce qu'il devienne un réflexe. Les itinéraires d'évacuation sont cartographiés et mémorisés. On procède à un décompte des personnes présentes, on vérifie les listes de patients, la sécurité inspecte d'abord le parking des ambulances. C'est la procédure standard en cas de risque d'incendie, car c'est là que les véhicules d'urgence sont garés, que les bouteilles d'oxygène sont stockées, que l'étincelle la plus petite peut provoquer une catastrophe en quelques secondes. Tessa regarda deux agents de sécurité passer en courant devant son poste, leur radio grésillant d'informations sur la situation, se dirigeant vers la zone avec l'urgence concentrée d'hommes suivant le protocole. Le service de traumatologie lui sembla soudain exposé, vulnérable, comme si une porte avait été laissée ouverte dans un quartier où les portes sont censées rester verrouillées. Mais ce n'était pas un incendie. 3 hommes entrèrent par les portes coulissantes. Ils portaient des uniformes de secouristes bleu marine impeccables, avec des bandes réfléchissantes sur les épaules et des écussons du comté sur les manches. Ils portaient des sacs médicaux du type standard avec des croix rouges sur les côtés. Ils se déplaçaient avec l'assurance de personnes qui étaient à leur place, qui avaient franchi ces portes 100 fois auparavant, qui savaient exactement où elles allaient et pourquoi. Mais Tessa avait travaillé avec toutes les équipes d'ambulanciers de Brearhaven. Elle connaissait leur visage. Elle connaissait leur démarche. La façon dont Martinez marchait toujours en avançant son épaule gauche. La façon dont Chun se déplaçait en boitant légèrement à cause d'une vieille blessure au genou. La façon dont Rodriguez s'annonçait toujours par une blague avant même d'avoir franchi l'entrée. Elle connaissait leurs voix, leurs habitudes, leurs commandes de café. Elle ne connaissait pas ces hommes. Le chef s'avança, ses yeux balayant la salle avec une précision mécanique. Il était grand, peut-être 1,88 m, avec une carrure qui suggérait un entraînement militaire ou de longues heures passées à la salle de sport. Son visage n'avait rien de remarquable, le genre de visage que l'on oublie 5 minutes après l'avoir croisé dans la rue, mais ses yeux étaient différents. Froids, concentrés, cliniques. Il présenta son badge à la réception, d'un geste fluide et habité. « Transfert de l'hôpital général du comté », dit-il d'une voix neutre et professionnelle. « Nous sommes ici pour une patiente, une jeune femme. Admission en traumatologie. » Au cours des 30 dernières minutes, le sang de Tessa s'était glacé. Elle jeta un coup d'œil à Ava, assise sur le lit derrière un rideau partiellement tiré. La jeune femme était complètement figée, le visage décoloré. Sa main serrait si fort la plaque d'identité que la chaîne lui entaillait la paume. Ses yeux, écarquillés de reconnaissance et de terreur, fixaient l'homme. Elle savait. Elle savait exactement qui ils étaient. Le regard du chef balaya méthodiquement la salle. Il passa devant le patient âgé du lit 3, devant le pêcheur qui se faisait panser le bras dans le lit 5, devant les postes vides et les chariots de fourniture. Puis il s'arrêta sur Ava.
Il sourit. Ce n'était pas un sourire chaleureux. Ce n'était même pas un sourire cruel. C'était le sourire de quelqu'un qui avait trouvé exactement ce qu'il cherchait, qui avait accompli une tâche, qui pouvait désormais cocher une case et passer à la suivante sur sa liste. Efficace, froid, définitif. Elle est là, dit-il. C'est alors que Tessa Monroe prit la décision qui allait tout changer. En l'espace d'un battement de cœur, elle passa en revue toutes les options possibles. Appeler la sécurité, mais il se trouvait dans le parking des ambulances, trop loin. Appuyer sur le bouton d'alarme, mais ces hommes atteindraient Ava avant l'arrivée des secours. Crier, mais cela ne ferait qu'accélérer la violence qui allait se déchaîner. Chaque choix semblait être le mauvais choix. Chaque voie menait à la même conclusion terrible, sauf une. Ce qu'elle allait faire ensuite devait être parfait. Un faux pas, un moment d'hésitation, un signe qui trahirait son intention, et elles mourraient toutes les deux dans ce couloir. Tessa n'a pas réfléchi, elle a agi. Sa main s'est tendue et a saisi le poignet d'Ava avec une force qui allait laisser des bleus. Il n'y avait pas de temps pour la douceur, pas de temps pour les explications. Elle a tiré violemment, arrachant Ava du lit. « Cache-toi sous le lit maintenant. » Ava a heurté le sol violemment, l'impact lui coupant le souffle dans ses côtes déjà endommagées. Mais la peur est un puissant anesthésiant, et elle n'a pas hésité. Elle se glissa sous le cadre métallique à quatre pattes, se déplaçant avec la vitesse désespérée d'une proie qui sait que le prédateur est proche. Tessa donna un coup de pied dans une carte de ravitaillement devant le lit, les roues grinçant alors qu'elle roulait jusqu'à sa position, créant une fine barrière qui n'arrêterait personne mais qui pourrait leur faire gagner quelques secondes. L'espace sous le lit d'hôpital mesurait à peine 60 centimètres de haut, un monde oublié de poussière et de saleté institutionnelle. Le sol était en linoléum froid, pressé contre la joue d'A. L'odeur était insupportable. Le désinfectant tentait en vain de masquer quelque chose de plus ancien. Mais plus que tout, il y avait l'odeur de la peur. Sa propre peur, aiguë et métallique, au fond de sa gorge. Dessous le lit, Ava ne pouvait voir qu'une petite partie du monde. Des chaussures, les 60 premiers centimètres des murs et des bottes. 3 paires de bottes qui s'approchaient d'un pas mesuré et assuré. Au-dessus d'elle, Tessa se redressa. Elle s'efforça d'adopter une expression neutre, professionnelle, s'appuyant sur ses 12 années d'expérience pour garder son sang-froid alors que tout en elle hurlait. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-elle, d'un ton empreint d'une courtoisie fatiguée juste ce qu'il fallait. L'homme en tête s'approcha, grand, les yeux éteints reflétant la lumière fluorescente, mais ne laissant rien transparaître. Sa voix était comme du gravier poli par des années d'usage. « Nous cherchons Ava Brooks. On nous a dit qu'elle s'était enregistrée ici. »« Il n'y a personne de ce nom, » répondit Tessa sans hésiter. « Vous devriez essayer le manœuvre au bout du couloir. Tournez à gauche au poste des infirmières. » Ses bottes se rapprochèrent. Sous le lit, Ava les regardait s'approcher centimètre par centimètre. Des bottes en cuir noir à semelles en acier, du genre de celles conçues pour enfoncer les portes. Elles s'arrêtèrent à quelques centimètres de son visage. Elle pouvait voir les semelles, les grains de gravier coincés dans les rainures. Elle aurait pu tendre la main et les toucher. Elle pressa sa main sur sa bouche si fort que ses dents s'enfoncèrent dans sa lèvre. « Vous en êtes sûre, infirmière? » La question resta suspendue dans l'air comme une lame. Sous le lit, les yeux d'Ava s'écarquillèrent. Des larmes coulaient silencieusement sur son visage. Tout son corps tremblait, ses muscles étaient paralysés par la terreur, à tel point qu'elle pensait qu'elle allait se briser. Au-dessus, Tessa croisa son regard et le soutint avec assurance. Pendant 5 secondes, le monde retint son souffle. 5 secondes où tout était en équilibre sur le fil du rasoir. 5 secondes où Tessa pouvait sentir son cœur battre dans sa gorge. 5 secondes où Ava compta toutes les prières désespérées qu'elle avait apprises dans son enfance. Puis l'homme a hoché la tête. Un seul mouvement brusque de la tête. Il s'est retourné et s'est éloigné. Sous le lit, Ava a regardé les bottes s'éloigner. 1 pas, 2 pas, 5 pas, 10. Les 2 autres paires ont suivi. Les portes coulissantes se sont ouvertes dans un sifflement. Ils sont passés. Les portes se sont refermées. Ava s'est effondrée en sanglots silencieux, les épaules tremblantes, la bouche toujours couverte, car elle ne se faisait pas confiance pour ne pas crier. Tessa n'expira pas avant d'avoir entendu la porte se refermer complètement. Si vous regardez cette vidéo et que votre cœur bat la chamade,
Vous n'êtes pas seul. C'est exactement le moment où vous devriez cliquer sur le bouton «J'aime», car cette histoire est sur le point de devenir encore plus intense. Et si vous ne supportez pas les personnes qui s'en prennent aux innocents, laissez un commentaire disant «Pas de pitié pour les prédateurs. Construisons une armée de personnes qui défendront la justice». Car Ava et Tessa vont avoir besoin de nous tous avant que cette nuit ne se termine. Elles avaient peut-être 3 minutes avant que ces hommes ne réalisent qu'on leur avait menti. Tessa a aidé Ava à se relever, la stabilisant alors qu'elle vacillait. Nous devons partir maintenant. Où? La voix d'Ava n'était qu'un murmure. Ils sont partout. Faites-moi confiance, l'esprit de Tessa était déjà en ébullition, passant en revue les différentes options avec la même précision clinique qu'elle utilisait pour le triage. Elle a pris des blouses de rechange dans un placard, un pantalon chirurgical, un haut et une charlotte. Elle a enveloppé les cheveux noirs caractéristiques d'Ava sous la charlotte, lui a mis un masque chirurgical sur le visage et, en 30 secondes, Ava Brooks est passée du statut de fugitive traquée à celui de patiente anonyme, prête à être transportée. Tessa a attrapé un fauteuil roulant dans le couloir, y a installé Ava, a jeté une couverture sur ses genoux et a commencé à rouler. L'astuce pour se cacher dans un hôpital, c'est d'agir comme si on était à sa place. Tessa le savait instinctivement. Elle se déplaçait avec détermination. Pas trop vite, ce qui aurait attiré l'attention, ni trop lentement, ce qui aurait semblé suspect. Elle a salué ses collègues qui passaient dans le couloir. Lorsqu'un résident l'arrêta pour lui demander le dossier d'un patient de la chambre 412, elle répondit sans s'arrêter. Sa voix était calme malgré l'adrénaline qui envahissait son corps. Tout cela alors que son cœur battait si fort contre ses côtes qu'elle était certaine que tout le monde pouvait l'entendre. Ils croisèrent 2 faux ambulanciers dans le couloir principal. Les hommes se tenaient près du poste central des infirmières, parlant à voix basse, les yeux scrutant tous ceux qui passaient. Tessa garda un rythme mesuré, le visage impassible. Elle ajusta sa prise sur les poignets du fauteuil roulant et continua d'avancer. Ava était assise parfaitement immobile sous la couverture, le visage caché derrière le masque, le bonnet chirurgical rabattu sur les yeux. Aucun des 2 hommes ne la regarda 2 fois. Tessa tourna au coin, les mains tremblantes maintenant qu'elles étaient hors de vue. Elle se dirigea vers l'ascenseur de service au bout du couloir. Un ascenseur ancien et lent que la plupart du personnel évitait, mais qui les éloignerait du rez-de-chaussée. Les portes s'ouvrirent. Elle poussa Ava à l'intérieur et appuya sur le bouton du 3e étage. Les portes se refermèrent. Les genoux de Tessa faillirent se dérober sous elle. Elle agrippa les poignées du fauteuil roulant pour rester debout. « Nous ne sommes pas encore en sécurité, » murmura-t-elle. « Ils vont fouiller tous les étages. Nous devons vous faire sortir du bâtiment. » Mais comment? Ava leva les yeux vers elle, le masque baissé, le regard désespéré. Ils surveillent les sorties. Tessa n'avait pas encore de réponse, mais elle était sur le point de tomber sur quelque chose qui allait complètement changer la question. L'ascenseur s'arrêta au 3e étage. Le niveau de maintenance. Les lumières y étaient plus faibles. Des luminaires plus anciens qui n'avaient pas été modernisés depuis des années. Les couloirs étaient vides, silencieux d'une manière qui semblait délibérée plutôt que paisible. Tessa poussa Ava vers une cage d'escalier au bout du couloir, une sortie de service qui menait à un quai de chargement dont la plupart des gens avaient oublié l'existence. C'est alors qu'elle entendit la voix. Tessa se figea au milieu du pas. Les yeux d'Ava s'écarquillèrent, sa main agrippant l'accoudoir du fauteuil roulant. La voix venait de derrière la porte de la cage d'escalier. Basse, urgente, masculine. Tessa posa un doigt sur ses lèvres, le signe universel pour demander le silence. Elle fit signe à Ava de rester en arrière. Puis elle s'avança à pas de loup, ses chaussures silencieuses sur le linoléum, et sortit son téléphone. Son pouce trouva instinctivement le bouton d'enregistrement. Une mémoire musculaire issue d'un monde où la documentation pouvait faire la différence entre la justice et le néant. La voix filtrait à travers la porte métallique, étouffée, mais suffisamment claire. Les codes d'accès sont dans le système. 3e étage, aisle maintenance. La clé USB est dans le coffre-fort des médicaments. Tu auras besoin de mon badge pour passer la sécurité. L'estomac de Tessa se noua comme un ascenseur dont les câbles auraient été coupés. Elle connaissait cette voix. Son souffle se bloqua dans sa gorge. Sa main se mit à trembler. Le paiement a été effectué il y a 10 minutes.
va la chercher et part. Pas de témoin. Le téléphone tremblait si violemment dans la main de Tessa qu'elle faillit le laisser tomber. Elle le pressa contre sa poitrine pour se stabiliser. Elle sentit son cœur battre à tout rompre contre sa paume. Derrière elle, Ava articula silencieusement. « Qui est-ce » Tessa s'éloigna de la porte, son esprit passant en revue 1000 possibilités à la fois. Car la voix derrière cette porte était celle du docteur Marcus Holloway, l'administrateur de l'hôpital, l'homme qui organisait les collectes de fonds pour le personnel et se souvenait de l'anniversaire de chacun. L'homme qui avait personnellement embauché Tessa il y a 12 ans, qui lui avait serré la main et lui avait dit qu'elle serait un atout pour l'hôpital général de Brearhaven. L'homme qui venait de vendre un patient à des tueurs pour de l'argent. Plus tard, les enquêteurs reconstitueraient le déroulement des faits. Holloway avait des dettes de jeu, se chiffrant à 6 chiffres, le genre de dette dont on ne peut se sortir avec un salaire d'administrateur d'hôpital. Le réseau de trafic l'avait trouvé, comme les prédateurs trouvent toujours les faiblesses. Il l'avait cherché. Il l'avait mis sous pression. Il lui avait proposé une issue. Tout ce qu'il avait à faire, c'était de leur donner accès. Un patient, une nuit, de l'argent facile. Sauf que Tessa Monroe avait tout entendu. Si vous avez déjà été trahi par quelqu'un en qui vous aviez confiance, ce moment vous touche différemment, n'est-ce pas? Quelqu'un qui vous souriait en vous poignardant dans le dos. Si c'est votre histoire, commentez « Je connais cette douleur ». Et rappelons-nous que nous ne sommes pas seuls. Et si vous pensez que les personnes corrompues comme le Dr Holloway devraient être dénoncées, abonnez-vous, car cette histoire est sur le point de rendre justice de la manière la plus satisfaisante qui soit. Tessa a ramené Ava dans l'ombre, loin de la porte de la cage d'escalier, loin de la voix qui venait de briser tout ce qu'elle pensait savoir sur son lieu de travail. « Nous avons 2 problèmes, murmura-t-elle, la voix calme malgré l'adrénaline qui coulait dans ses veines. Te sortir de là en toute sécurité et les empêcher de faire la même chose à quelqu'un d'autre. »« À quoi penses-tu » Tessa baissa les yeux vers son téléphone, où l'icône d'enregistrement clignotait toujours en rouge, preuve qu'il pourrait détruire Holloway et faire tomber toute l'opération. Son pouce planait au-dessus du bouton d'arrêt, mais elle le laissa tourner. Chaque seconde d'enregistrement pouvait être importante. « Je pense qu'on ne s'enfuit pas. On se bat. » Elle guida Ava vers un placard à fournitures 3 portes plus loin, un espace exigu rempli de produits d'entretien et de boîtes de masques chirurgicaux. L'odeur de Javel était insupportable, mais l'endroit était sombre et caché. Et pour l'instant, c'était tout ce qui comptait. Tessa ferma presque complètement la porte, laissant juste une fente pour laisser entrer suffisamment de lumière pour voir. Puis elle a fait défiler ses contacts jusqu'à trouver le nom qu'elle cherchait. Inspectrice Sarah Chun, elles avaient travaillé ensemble il y a 2 ans, lorsqu'un patient avait été agressé dans le parking de l'hôpital. Shin avait été minutieuse, professionnelle, et avait donné à Tessa son numéro direct en lui demandant de l'appeler si jamais quelque chose semblait anormal à l'hôpital. Tessa n'aurait jamais imaginé qu'elle aurait besoin de l'utiliser. Le téléphone sonna 2 fois avant que Chin ne décroche. « Sarah, c'est Tessa Monroe, de l'hôpital général de Brearhaven. J'ai besoin d'agents fédéraux. Nous avons actuellement des hommes armés se faisant passer pour des ambulanciers à la recherche d'un témoin, aidés par un administrateur de l'hôpital. J'ai des preuves. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Pas une hésitation, mais une réflexion. Lorsque Chin reprit la parole, sa voix était tranchante et professionnelle. Chaque mot était empreint d'urgence. « Êtes-vous en danger immédiat? »« Oui. Combien de temps pouvez-vous tenir? » Tessa regarda Ava, la jeune femme qui avait couru sous la pluie, malgré la douleur et la terreur, juste pour survivre. La plaque d'identité argentée qu'elle serrait toujours dans sa main. La peur dans ses yeux qui commençait lentement, incroyablement, à se mêler à autre chose. L'espoir. Ce fragile et désespéré espoir qui vient quand on réalise qu'on n'est plus seul, aussi longtemps qu'il le faudra. Pendant les 17 minutes qui suivirent, Tessa et Ava jouèrent au jeu de cache-cache le plus dangereux qu'elles aient jamais connu. Les faux ambulanciers s'étaient séparés. L'un dans l'aile est, l'autre dans l'aile ouest, le troisième coordonnant les opérations depuis le parking des ambulances. Ils fouillaient chaque étage, méthodiquement et minutieusement, vérifiant chaque pièce, chaque couloir, chaque endroit où une jeune femme terrifiée pourrait essayer de se cacher. Mais Tessa connaissait cet hôpital comme sa poche. Chaque raccourci, chaque impact,
ou Hakem par les Sarabas qui se verrouillaient de l'intérieur. 12 années de double garde et d'appel d'urgence lui avaient permis de mémoriser les plans du bâtiment. Et maintenant, ses connaissances devenaient leur bouée de sauvetage. Elles se sont cachées dans un placard à fournitures alors que des pas se rapprochaient. Ava s'est collée contre les étagères remplies de gaz et de tubes, se faisant aussi petite que possible. Tessa maintenait la porte fermée de l'intérieur. Il n'y avait pas de serrure, seulement le poids de son corps et ses prières. La poignée de la porte tourna. Tessa planta ses pieds dans le sol, l'épaule appuyée contre la porte. Ava retint son souffle jusqu'à ce que ses poumons brûlent. La porte vibra, puis s'arrêta. Les pas s'éloignèrent. Tessa comprit qu'elle devait déplacer la clé USB dont Holloway avait parlé. Si les hommes la trouvaient, ils auraient un moyen de pression. Elle envoya Ava se cacher dans les toilettes, puis se glissa dans la salle des médicaments en utilisant son badge d'infirmière. Elle trouva la clé USB collée à l'intérieur d'une armoire à fourniture, exactement là où Holloway avait dit qu'elle se trouvait. Elle la mit dans sa poche, se retourna et se retrouva face à l'un des hommes. « Je cherche quelque chose, infirmière. » L'esprit de Tessa se vida. Une terreur pure envahit chaque synapse. Puis son entraînement prit le dessus. De la morphine pour la chambre 217. Le patient souffre beaucoup. Elle attrapa un flacon sur l'étagère, le tint en l'air, gardant les mains fermes grâce à sa seule volonté. L'homme l'étudia. 5 secondes. 10. Son regard passa de son visage au flacon, puis à son badge d'identification. Puis il hocha la tête. Il la laissa passer. Tessa s'éloigna sans courir. Chaque pas lui semblait interminable. Lorsqu'elle retrouva Ava, ses mains tremblaient encore. Elle eut une nouvelle idée. « Que dirais-tu de te cacher dans le linge sale? » Ava grimpa dans un chariot de blanchisserie industrielle et Tessa la recouvrit de draps qui sentaient le désinfectant et les fluides corporels. Elle passait en devant le chef dans le couloir principal. Il jeta à peine un coup d'œil à l'infirmière qui poussait le chariot. Son attention était concentrée sur son téléphone, coordonnant les recherches. Elles étaient à 30 secondes du quai de chargement, à 30 secondes d'ailleurs de l'évasion. Et c'est là que tout a mal tourné. Elles avaient presque réussi. Le quai de chargement était à 6 mètres. Tessa pouvait voir la porte maintenue ouverte par une cale en caoutchouc. Elle pouvait sentir l'air frais de la nuit s'engouffrer par l'interstice. Elle pouvait entendre le bruit de la pluie qui frappait le trottoir à l'extérieur. La liberté était si proche qu'Ava pouvait la goûter. Le goût métallique de l'espoir se mêlait à celui, cuivré, de la peur qui recouvrait encore sa langue. C'est alors que le docteur Marcus Holloway est entré dans le couloir. Il est apparu depuis un couloir latéral, bloquant leur chemin vers la sortie. Son visage était pâle, dépourvu de couleur sous la lumière crue des néons. Ses yeux reflétaient le désespoir d'un homme qui sait qu'il a déjà perdu, mais qui ne peut s'empêcher d'essayer de sauver quelque chose, n'importe quoi, des décombres de ses choix. « Tessa, arrête. » Tessa se figea, les mains toujours agrippées au chariot à linge. Derrière elle, Ava sortit de sous les draps, les jambes tremblant si fort qu'elle dut s'agripper au rebord métallique pour rester debout. « Écarte-toi, Marcus, je ne peux pas faire ça. » Il y avait quelque chose de brisé dans sa voix. Ni suppliante, ni menaçante, juste vide. La voix d'un homme debout dans les ruines de sa propre vie. « Tu l'as trahi, » dit Tessa, et sa voix était plus froide qu'il ne l'avait jamais entendue. 12 ans de collaboration, de pauses café partagées, d'urgences tardives et de réunions de service, et il ne restait plus rien de cette chaleur. Pour de l'argent, tu les as laissés entrer dans cet hôpital, dans un endroit où les gens viennent chercher de l'aide. Tu ne comprends pas. Je comprends parfaitement. Tessa sortit son téléphone, le brandit pour qu'il puisse voir l'écran, l'application d'enregistrement toujours en marche, le minuteur indiquant exactement la durée de la conversation qu'elle avait capturée. « J'ai ta confession, chaque mot. L'inspectrice Chun est déjà en route avec des agents fédéraux. C'est fini, Marcus. » Le visage de Holloway s'effondra. Pendant un instant, il eut l'air de vouloir pleurer. Ses épaules s'affaissèrent. Ses mains, qui étaient crispées sur les côtés, se relâchèrent. À cet instant, il n'était plus un administrateur d'hôpital, ni un conspirateur, ni un homme qui avait vendu un patient pour de l'argent. Il était simplement quelqu'un qui avait fait de terribles choix et qui en subissait enfin les conséquences, de manière brutale. Puis quelque chose changea. Sa mâchoire se crispa, son regard se durcit.
La résignation fit place à quelque chose de plus dangereux. L'instinct animal acculé qui pousse les gens à faire des choses désespérées. Il plongea la main dans la poche de son manteau. Ava eut le souffle coupé. Tessa s'interposa entre Holloway et la jeune femme qu'elle avait passé la dernière heure à protéger. Marcus ne fait pas ça. Sa main sortit de la poche, ne tenant pas une arme, mais un téléphone. Je les ai déjà appelés, dit-il calmement. Je leur ai dit que tu avais la clé USB. Ils arrivent et ils se moquent de qui ils devront tuer pour la récupérer. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme du poison. Tessa sentit les doigts d'A agripper le dos de sa blouse. Elle sentit le poids de ce que Holloway venait de faire s'abattre sur eux comme une couverture suffocante. Il n'avait pas sorti d'armes, il avait fait pire. Il les avait livrés. Il les avait transformés de chasseurs en proie. Il s'était acheté peut-être 5 minutes de la bienveillance de ces hommes en leur offrant ceux-là même qui pouvaient le détruire. Pourquoi? La voix de Tessa se brisa. Pourquoi as-tu fait ça? Tu m'as embauché, Marcus. Tu es ici depuis 20 ans. Tu as prêté serment. J'ai contracté des emprunts que je ne pouvais pas rembourser, dit-il. Et maintenant, les larmes coulaient sur son visage, même si son expression restait dure. J'ai fait des paris que je ne pouvais pas couvrir. Ils m'ont trouvé. Je leur appartiens. Et quand ils m'ont demandé de faire cette seule chose, de fermer les yeux pendant une nuit, de leur donner accès pendant quelques heures, j'ai pensé que ça s'arrêterait là. Je pensais pouvoir rembourser ma dette et repartir sans encombre, mais ça ne s'arrête jamais là. Tessa a dit non, a murmuré Holloway. Ça ne s'arrête jamais là. C'est alors que les sirènes ont retenti. Au début, elles étaient lointaines. Puis elles se sont rapprochées jusqu'à résonner juste devant la porte, si fort qu'elles couvraient le bruit de la pluie. Des lumières rouges et bleues inondaient les fenêtres, peignant le couloir de vagues alternées de couleurs. Ce n'était pas la sirène unique de la sécurité de l'hôpital, ni les 2 ou 3 véhicules de la police locale. C'était un convoi. C'était une opération. Les agents fédéraux, la cavalerie, étaient arrivés. La porte du quai de chargement s'ouvrit brusquement. Les équipes du SWAT se déversèrent par l'entrée, armées et coordonnées, se déplaçant avec une précision issue de milliers d'heures d'entraînement. Elles se déployèrent dans les couloirs, criant des ordres, leurs bottes martelant le linoléum. Les faux ambulanciers se dispersèrent. Celui de l'aile tenta de traverser la zone des ambulances et fut plaqué au sol par 3 agents avant d'avoir fait 5 pas. Il heurta violemment le sol, le visage plaqué contre le sol, les bras tordus derrière le dos. Le deuxième sortit une arme de sa trousse médicale et fut désarmé en quelques secondes. Le pistolet rebondit sur le sol, son corps fut projeté contre un mur. Le troisième, le chef au regard vide et à la voix douce, leva immédiatement les mains. Il savait qu'il était vaincu. Il se rendit sans combattre. Son expression était vide, calculant déjà son prochain mouvement. Les agents se déplaçaient dans les couloirs comme dans un ballet tactique, efficace, impressionnant, imparable, et le docteur Marcus Holloway. Il restait là, les épaules affaissées sous le poids de tout ce qu'il avait fait, les mains sur les côtés, attendant les menottes qu'il savait inévitables. Un agent s'approcha de lui et lui lut ses droits d'une voix professionnelle et dénuée de toute compassion. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être et sera utilisé contre vous devant un tribunal. Les menottes se refermèrent, le métal contre l'os du poignet, le bruit d'une vie qui s'achève. Alors qu'il le faisait passer devant Tessa, il la regarda une dernière fois. « Je suis désolé », murmura-t-il. Tessa ne répondit pas. Elle ne hocha pas la tête. Elle ne réagit en aucune façon à ses excuses. Elle resta simplement là, le bras autour des épaules d'Eva, et le regarda s'éloigner. Parce que des excuses ne suffisent pas à rétablir la confiance. Des excuses ne suffisent pas à effacer le danger dans lequel il les avait mises. Des excuses ne suffisent pas à rendre les vies qu'il avait été prêt à sacrifier pour son propre salut. Au final, des excuses ne signifient rien du tout. Le commandant James Brooks arriva 43 minutes plus tard. Tessa entendit le véhicule avant de le voir. Le grondement distinct d'un transport militaire couvrait les sirènes qui s'estompaient et le bruit des agents qui continuaient à sécuriser les lieux. Elle était assise sur un banc dans la zone réservée aux ambulances, une couverture sur les épaules que quelqu'un avait posée là sans qu'elle s'en aperçoive. Ava était assise à côté d'elle, silencieuse, encore en train d'assimiler tout ce qui s'était passé.
L'adrénaline commençait à s'estomper, laissant place à une fatigue profonde qui survient après avoir survécu à quelque chose dont on n'était pas sûr de sortir indemne. Le véhicule s'est arrêté et la porte s'est ouverte. Le commandant James Brooks est sorti en uniforme. C'était un homme grand, facilement 1,90 m, aux épaules larges, avec le genre de prestance que seules des décennies de service militaire peuvent conférer. Le genre de présence qui remplit une pièce avant même qu'il ne parle. Son uniforme était impeccable malgré l'heure tardive, décoré de rubans et d'insignes qui témoignaient d'une carrière fondée sur la discipline et le sacrifice. Mais lorsque ses yeux ont aperçu sa fille, vivante, meurtrie, enveloppée dans une couverture d'hôpital, les cheveux noirs encore humides de pluie, son visage s'est effondré. Tout ce sang-froid, toute cette prestance militaire, toutes ces années d'entraînement pour rester calme sous la pression, tout s'est effondré en un instant. Ava l'a vu et s'est levée. Ses jambes étaient instables, son corps criait de douleur après l'épreuve de la nuit, mais elle a couru, ou du moins essayé. C'était plutôt un sprint trébuchant, le souffle coupé par les sanglots. Elle s'était retenue pendant des heures. Ils se sont percutés au milieu de la baie des ambulances. Pas un mot, juste une étreinte. Brooks a enroulé ses bras autour de sa fille et l'a serrée contre lui, une main caressant l'arrière de sa tête, comme il le faisait quand elle était petite, et se réveillait en pleine nuit après avoir fait un cauchemar. Ava enfouit son visage dans son épaule et, enfin, se laissa aller à pleurer, non pas les larmes silencieuses et les terrifiées qu'elle avait versées sous le lit d'hôpital ou dans le placard à fourniture. De vrais pleurs, ceux qui viennent quand on réalise qu'on est en sécurité, qu'on s'en est sorti, que ceux qui voulaient nous faire du mal ont échoué. Les épaules de Brooks tremblaient. Il enfouit son visage dans ses cheveux et la serra contre lui comme si le fait de la lâcher signifiait la perdre à nouveau. Tessa observait la scène de loin, épuisée, se permettant enfin de ressentir tout le poids de ce qu'il venait de traverser. Ses mains tremblaient encore. Ses jambes semblaient sur le point de se dérober sous elle. Elle avait fonctionné à l'adrénaline pure pendant plus d'une heure. Et maintenant que c'était fini, maintenant qu'Eva était en sécurité, que les hommes étaient en détention et que le danger était passé, son corps lui présentait la facture de tout ce qu'elle lui avait demandé. Après un long moment, peut-être 2 minutes, peut-être 5, le temps avait perdu tout son sens. Brooks leva les yeux. Ses yeux étaient rouges. Son visage était mouillé de larmes dont il n'avait pas honte. Il vit Tessa assise là, qui les observait, et quelque chose passa sur son visage. De la reconnaissance, de la compréhension, une gratitude si profonde qu'elle ne pouvait être contenue. Il s'approcha. Eva, toujours blottie sous son bras. L'infirmière Monroe. Tessa acquiesça, ne faisant pas confiance à sa voix. « Vous avez sauvé la vie de ma fille. J'ai fait mon travail, » dit Tessa, les mots déviant automatiquement. Brooks secoua lentement la tête. « Non, vous avez fait plus que cela. Vous vous êtes interposé entre ma fille et des gens qui voulaient sa mort. Vous avez déjoué des tueurs professionnels avec, pour seules armes, votre connaissance de cet hôpital et votre refus d'abandonner. Vous avez révélé la corruption au plus haut niveau de votre lieu de travail. Vous avez fait tout cela sans armes, sans renfort et sans garantie de survivre à la nuit. » Il fit une pause, la voix chargée d'émotion. « Ce n'est pas un travail. C'est de l'héroïsme. » Les yeux de Tessa se remplirent de larmes. Le poids de la nuit la frappa enfin de plein fouet. Elle avait été tellement concentrée sur sa survie, sur la sécurité d'Ava, sur le fait de garder une longueur d'avance sur les hommes qui les traquaient, qu'elle ne s'était pas autorisée à réfléchir à ce que tout cela signifiait. Mais l'entendre dire à haute voix par cet homme qui avait passé toute sa vie au service des autres, qui comprenait le courage d'une manière que la plupart des gens ne comprendraient jamais, cela a brisé quelque chose en elle. « Je ne pouvais pas les laisser l'emmener », murmura Tessa. Brooks sourit. C'était un sourire fatigué, un peu usé mais sincère, reconnaissant d'une manière qui dépassait les mots. « Moi non plus. Dieu merci, elle t'a trouvé. » Ava tendit la main et prit celle de Tessa, la serrant fort. « Merci, dit-elle, la voix brisée par les larmes. Merci de m'avoir vu, de m'avoir cru, de ne pas les avoir laissés faire. » Sa voix se brisa. Elle ne put finir sa phrase. Elle n'en avait pas besoin. Tessa lui serra la main en retour. « Tu es en sécurité maintenant. C'est tout ce qui compte. » Au cours des semaines suivantes,
Toute l'étendue du complot se dévoila comme le fil d'un pull, révélant un schéma bien plus complexe et inquiétant que ce que l'on avait initialement soupçonné. Les 3 hommes arrêtés cette nuit-là faisaient une partie d'une cellule plus large, vestige du réseau de contrebande que le commandant Brooks avait démantelé 2 mois plus tôt. Les enquêteurs fédéraux découvrirent qu'ils planifiaient l'infiltration de l'hôpital depuis des mois, attendant le moment propice pour passer à l'action. Ils avaient suivi les déplacements d'Ava, piraté son compte de covoiturage, surveillé ses réseaux sociaux, établi un profil de ses habitudes et de ses vulnérabilités. La fausse alerte incendie avait été déclenchée à distance à l'aide d'un équipement qu'ils avaient installé dans le bâtiment quelques jours plus tôt. Les uniformes des ambulanciers étaient des répliques exactes, jusqu'aux insignes du comté et aux numéros de matricule. Ils avaient pensé à tout, ou presque. Ils n'avaient pas compté sur Tessa Monroe. L'histoire du Dr. Marcus Holloway a été révélée au fur et à mesure de l'enquête. Les dettes de jeu étaient réelles. Il devait plus de 200 000 $ à des sites de paris en ligne et à des prêteurs privés. Le genre de personnes qui n'acceptent ni les plans de remboursement, ni les remises de dettes. Le réseau de contrebande l'avait trouvé, comme les prédateurs trouvent toujours les faiblesses. Ils les cherchaient, ils l'avaient approché 6 mois plus tôt, avec une offre qu'ils ne pouvaient refuser. Remboursez vos dettes, repartez sans rien à vous reprocher. Tout ce que vous avez à faire, c'est de nous donner accès quand nous vous le demandons. Juste une fois, avait-il dit. Une nuit, avait-il dit. Personne ne sera blessé, avait-il dit. Mais ce n'est jamais juste une fois. Holloway l'avait appris trop tard. Après la première faveur, il y en a eu une deuxième, puis une troisième. Lorsqu'ils lui ont demandé de les aider à infiltrer l'hôpital pour kidnapper et probablement tuer la fille d'un commandant de la marine, il était tellement impliqué que refuser aurait signifié sa propre mort. Il a donc fait un choix. Il a choisi sa vie plutôt qu'à vice. Il a plaidé coupable de complot et de complicité dans une tentative d'enlèvement. Le juge l'a condamné à 8 ans de prison fédérale. Il a perdu sa licence médicale, sa pension, sa réputation, tout ce qu'il avait mis 20 ans à construire. Sa femme a demandé le divorce 3 semaines après son arrestation. Ses enfants ont cessé de répondre à ses appels. Le prix de ses choix était total. Mais la clé USB que Tessa avait récupérée dans le coffre-fort des médicaments s'est avérée encore plus précieuse que tout le monde ne l'avait imaginé. Elle contenait des documents financiers reliant le réseau de contrebande à 3 autres administrateurs d'hôpitaux à travers le pays, à Baltimore, Charleston et Jacksonville. Le réseau avait systématiquement compromis des établissements de santé le long de la côte Est, les transformant en points d'accès pour toutes sortes d'activités, du blanchiment d'argent à l'élimination de témoins. Le FBI a utilisé les preuves fournies par Tessa pour démanteler ce qu'il a qualifié de l'un des réseaux criminels d'accès médical les plus sophistiqués de l'histoire des États-Unis. 17 autres arrestations ont été effectuées au cours des mois suivants. Des millions de dollars de fonds illégaux ont été saisis et de nouveaux protocoles de sécurité ont été mis en place dans les hôpitaux du pays afin d'empêcher toute infiltration similaire. Mais le résultat le plus important, c'est qu'Ava Brooks a survécu. Elle a obtenu son master en travail social au printemps, traversant la scène sous les yeux de son père, vêtue de son uniforme impeccable, les yeux brillants de fierté. Elle a commencé à travailler avec des organisations de soutien aux anciens combattants, aidant les familles des militaires à surmonter les difficultés liées à cette vie, les déploiements, les traumatismes, la peur d'aimer quelqu'un qui s'exposait régulièrement au danger. Elle n'a jamais oublié ce que c'était que d'être traquée, terrifiée, sauvée. Une fois par an, à la date anniversaire de cette nuit-là, elle se rend à l'hôpital général de Brearhaven. Elle apporte des fleurs, toujours des roses, toujours jaunes, la couleur de l'amitié et de la gratitude. Elle ne les apporte pas pour elle-même. Elle les apporte pour Tessa. La première année, elle a trouvé Tessa au poste des infirmières pendant un rare moment de calme dans le service de traumatologie. Tessa a levé les yeux de ses dossiers et a vu Ava debout, tenant un bouquet enveloppé dans du papier brun. Pendant un instant, aucune des deux n'a parlé. Puis Ava a souri. Tessa lui a rendu son sourire et elles se sont embrassées. Comme on s'embrasse quand on a traversé ensemble quelque chose que personne d'autre ne pourra jamais vraiment comprendre. « Merci », a dit Ava. « Pour tout. Tu m'as déjà remercié », a répondu Tessa. « Je sais, mais j'ai besoin de le répéter parce que j'ai besoin que tu saches que je suis là, que je suis en vie,
que je construis ma vie. Tout ça grâce à ce que tu as fait cette nuit-là. Tessa prit les fleurs, les yeux brillants. Tu aurais fait la même chose pour moi. Je l'espère, dit Ava. Je l'espère vraiment. La deuxième année, elles prirent un café ensemble à la cafétéria de l'hôpital. Ava lui parla de son travail auprès des familles de vétérans, des personnes qu'elle aidait, de la façon dont son père avait pris sa retraite, mais continuait à conseiller le ministère de la Défense sur les réseaux de contrebande. Tessa lui parla de la promotion qu'elle avait obtenue, des nouveaux protocoles mis en place à l'hôpital et du fait qu'on lui avait demandé de prendre la parole lors d'une conférence sur les soins infirmiers au sujet de la prise de décision en situation de crise. La troisième année, Ava vint accompagnée d'un jeune homme qu'elle présenta comme son fiancé, un enseignant qu'elle avait rencontré lors d'une collecte de fonds organisée par un groupe de soutien aux anciens combattants. Il serra la main de Tessa et lui dit « J'ai beaucoup entendu parler de vous. Merci de m'avoir donné l'occasion de la rencontrer. » La cinquième année, la tradition était devenue sacrée. Ava arrivait avec des fleurs. Elle prenait un café. Elle parlait de leur vie, du bon et du mauvais, de l'ordinaire et de l'extraordinaire. Et elle se souvenait de cette nuit-là sans s'y attarder, sans la laisser les définir. Mais en reconnaissant qu'elle les avait changées toutes les deux d'une manière qu'elle continuait à découvrir. Tessa n'a jamais cherché à être reconnue pour ce qu'elle avait fait. Elle a refusé les demandes d'interview des chaînes d'information locales. Elle a refusé une récompense décernée par le conseil d'administration de l'hôpital. Lorsque ses collègues lui posaient des questions sur cette nuit-là, elle répondait brièvement et détournait l'attention, car pour elle, ce qui s'était passé n'avait rien à voir avec l'héroïsme ou la reconnaissance. Il s'agissait simplement de faire ce qu'il fallait au moment où il le fallait. Il s'agissait de voir quelqu'un qui avait besoin d'aide et de refuser de détourner le regard. Il s'agissait de tenir bon alors que tous les autres avaient quitté leur poste. Il s'agissait d'être le genre de personne qui, confrontée à un choix impossible, choisit le courage plutôt que le confort, la justice plutôt que la sécurité, la vie d'autrui plutôt que la sienne. Et au final, c'est cela qui a fait toute la différence. Alors, que retenons-nous de l'histoire de Tessa Monroe? C'est une question qui mérite qu'on s'y attarde un instant, car la réponse facile est que le bien triomphe du mal, que les héros sauvent la situation, que la justice prévaut. Ces réponses sont vraies, mais elles ne sont pas complètes. Elles ne rendent pas compte de toute la portée de ce qui s'est passé cette nuit-là à l'hôpital général de Brearhaven, ni de ce que cela signifie pour nous qui menons une vie ordinaire, loin de moments où la morale est aussi claire. Voici ce qu'il en est des héros. Ils ne s'annoncent pas. Ils n'envoient pas de communiqués de presse, n'atteignent pas le bon éclairage et ne répètent pas leurs textes avant de se lancer dans le danger. Ils n'attendent pas l'autorisation des administrateurs, l'approbation des comités ou le consensus de la foule. Ils ne calculent pas les probabilités, ne font pas d'analyse coût-bénéfice et n'attendent pas que quelqu'un d'autre agisse en premier pour pouvoir suivre en toute sécurité. Ils voient simplement un moment où l'on a besoin d'eux et ils interviennent. Tessa Monroe était épuisée ce soir-là. Elle était fatiguée comme on ne l'est qu'après avoir travaillé 2 gardes d'affilée dans un service de traumatologie où chaque patient est l'urgence de quelqu'un, la crise de quelqu'un, le pire jour de quelqu'un. Elle avait déjà consacré 12 heures à son travail. Elle avait mal aux pieds, mal au dos, sa sœur était agacée, ses projets pour le dîner étaient ruinés. Elle avait toutes les raisons, toutes les justifications, toutes les excuses pour détourner le regard quand Ava Brooks a franchi ses portes en titubant. Elle aurait pu appeler la sécurité et les laisser s'en occuper. Elle aurait pu suivre le protocole et se tenir à distance du danger. Elle aurait pu décider que son service était terminé, que quelqu'un d'autre pouvait prendre la responsabilité, que se protéger devait passer en premier parce qu'on ne peut aider personne si on est smart. Mais elle ne l'a pas fait. Parce que quand on travaille dans une profession fondée sur l'aide aux autres, on ne choisit pas quelle vie compte. On ne décide pas qui mérite d'être sauvé en fonction de la commodité ou du moment, ou si cela nous met en danger. On ne choisit pas ces moments de courage en fonction de l'énergie qu'il nous reste, du nombre d'heures déjà travaillées, ou du fait que sauver cette personne en particulier va perturber nos projets pour la soirée. On sauve, tout simplement. C'est notre travail. C'est notre vocation. C'est ce que signifie être quelqu'un qui s'interpose entre des personnes vulnérables et la violence qui cherche à les détruire. Et ne vous y trompez pas,
Ce que Tessa a fait cette nuit-là était un acte d'un profond courage moral. Elle s'est interposée entre une jeune femme terrifiée et des hommes armés qui les auraient tués toutes les deux sans hésiter. Elle leur a menti effrontément, avec pour seules armes son sang-froid et sa vivacité d'esprit. Elle a déjoué des individus entraînés à la violence, qui disposaient d'armes, de ressources et d'une volonté de nuire qu'elle ne pouvait égaler. Elle a fait tout cela en sachant qu'une seule erreur, un seul moment d'hésitation, un seul signe trahissant sa supercherie signifierait la mort. Et pourtant, elle n'a jamais faibli. Mais cette histoire ne concerne pas seulement Tessa Monroe. Elle concerne toutes les personnes qui se sont battues alors qu'il aurait été plus facile de rester à l'écart. Toutes les personnes qui ont choisi le courage plutôt que le confort, la justice plutôt que la sécurité, la vie d'autrui plutôt que leur propre convenance. Elle concerne l'enseignant qui remarque qu'un élève est victime d'intimidation et qui intervient même si cela signifie entrer en conflit avec des élèves populaires ou leurs parents influents. Elle concerne le premier intervenant qui court vers le danger alors que tous ses instincts lui crient de s'enfuir, parce que quelqu'un a besoin d'aide et que c'est pour cela qu'il s'est engagé. Elle concerne le collègue qui signale le harcèlement dont il a été témoin, même s'il sait que cela pourrait lui coûter sa carrière, car le silence rend complice. C'est le voisin qui appelle la police lorsqu'il entend des cris à travers les murs, même si c'est gênant et inconfortable, et que cela risque de créer des tensions dans l'immeuble. C'est l'inconnu qui s'arrête lorsqu'il voit quelqu'un en détresse, qui propose son aide sans savoir si elle sera acceptée ou rejetée, qui refuse d'être celui qui passe devant la souffrance d'autrui sans rien faire. Il s'agit de chaque personne ordinaire qui, confrontée à un moment qui exige quelque chose d'elle, choisit de donner plutôt que de faire semblant de ne pas avoir vu, entendu ou remarqué. Ce sont ces personnes qui rendent le monde vivable et non les célébrités, les politiciens ou les personnes qui détiennent le pouvoir et les tribunes. Les gens ordinaires qui font des choses extraordinaires simplement parce que ces choses doivent être faites et qu'ils se trouvent là au moment où cela compte. Alva Brooks est en vie aujourd'hui parce qu'une infirmière a décidé qu'elle comptait plus que les règles, les procédures ou sa sécurité personnelle. Une infirmière a regardé une jeune femme terrifiée et a vu quelqu'un qui méritait d'être protégé, pour qui il valait la peine de tout risquer, de s'interposer entre elle et ceux qui voulaient la détruire. Et cette décision, ce choix pris en une fraction de seconde d'agir plutôt que de tergiverser, de s'engager plutôt que d'éviter, de se battre plutôt que de fuir, cette décision a eu des répercussions que Tessa n'aurait pas pu prévoir. Elle a sauvé la vie d'Ava. C'est le résultat évident, celui que nous pouvons mesurer et pointer du doigt avec certitude. Mais elle a également révélé la corruption du Dr. Marcus Holloway et l'a empêché de faciliter de futurs crimes. Elle a conduit à l'arrestation de 3 hommes dangereux qui auraient continué leur travail de violence et d'intimidation. Elle a fourni des preuves qui ont permis de démanteler un réseau criminel s'étendant sur plusieurs États. Elle a déclenché de nouveaux protocoles de sécurité qui ont rendu les hôpitaux plus sûrs dans tout le pays. Cela a inspiré Ava à consacrer sa carrière à aider d'autres familles à faire face aux dangers liés au service militaire. Une infirmière, un choix, une nuit de courage qui a changé des dizaines de vies de manière visible et invisible. Et voici ce qui est remarquable chez Tessa Monroe. Elle n'a jamais cherché à être reconnue pour cela. Elle n'a pas écrit de livres, ni fait de tournées de conférences, ni créé une marque autour de son statut de héroïne. Elle est simplement retournée au travail. Elle a repris ses doubles gardes, ses pieds endoloris et ses urgences routinières. Elle est redevenue une infirmière parmi tant d'autres, faisant un travail que des millions de personnes font chaque jour sans fanfare ni applaudissements. Parce que c'est ce qu'elle est. C'est ce que sont réellement les héros. Une fois que l'on fait abstraction de la mythologie et de la dramatisation hollywoodienne. Ce sont des personnes qui font ce qui doit être fait, puis reprennent leur vie sans avoir besoin que le monde le reconnaisse. Mais cela ne signifie pas que nous ne devons pas le reconnaître. Cela ne signifie pas que nous ne devons pas reconnaître que des personnes comme Tessa Monroe sont le fondement sur lequel repose tout ce qui est bon dans ce monde. Cela ne signifie pas que nous ne devons pas le dire haut et fort, clairement et sans réserve. Merci. Merci d'avoir vu quelqu'un qui avait besoin d'aide. Merci d'avoir refusé de détourner le regard. Merci de vous être levé alors que vous auriez pu rester assise.
Merci d'avoir été courageuse alors qu'il aurait été tellement plus facile de rester en sécurité. Merci de nous avoir rappelé ce que signifie être humain dans le meilleur sens du terme. Et c'est finalement cela qui rend le monde digne d'être défendu, et non l'absence du mal. Car le mal existera toujours. Il trouvera toujours des failles à exploiter. Il cherchera toujours à nuire aux plus vulnérables et à tirer profit de la souffrance. Mais il y a des gens qui refusent de le laisser gagner. Des personnes qui voient le mal à l'œuvre et décident sans fanfare ni hésitation qu'elles ne le laisseront pas gagner. Pas sous leurs yeux. Pas tant qu'elles auront encore un souffle de vie, de la force dans leurs membres et la capacité de s'interposer entre la victime et son bourreau. C'est ce que font les héros. C'est ce qu'a fait Tessie Monroe et c'est ce que chacun d'entre nous peut faire lorsque notre heure viendra, car elle viendra. Peut-être pas de manière aussi spectaculaire que des hommes armés traquant quelqu'un dans un hôpital. Peut-être pas avec la vie et la mort en jeu. Mais le moment viendra où vous verrez quelque chose de mal se produire et où vous devrez décider d'agir ou de détourner le regard. Lorsque vous serez témoin de cruauté, d'injustice ou de souffrance, et que vous devrez choisir entre le confort et le courage. Lorsque quelqu'un aura besoin d'aide et que vous serez la personne qui se trouvera là, la personne qui pourrait faire la différence si vous êtes prêt à en payer le prix. Que ferez-vous? Serez-vous quelqu'un qui détourne le regard, qui trouve des excuses, qui décide que ce n'est pas votre problème ou votre responsabilité, ou que c'est trop risqué de s'impliquer? Ou serez-vous quelqu'un qui s'engage? Quelqu'un qui refuse de laisser le mal l'emporter? Quelqu'un dont, des années plus tard, une autre personne se souviendra peut-être comme celui qui l'a sauvé lorsqu'elle en avait le plus besoin. Et c'est la question que nous pose l'histoire de Tessie Monroe. Non pas si nous sommes capables d'actes extraordinaires, car nous le sommes tous lorsque le moment l'exige, mais si nous sommes prêts à en payer le prix, si nous sommes prêts à risquer quelque chose pour quelqu'un d'autre, si nous sommes prêts à être mal à l'aise, en danger, à subir des désagréments pour faire ce qui est juste, je crois que la plupart des gens le sont. Je crois que la plupart des gens, si vous leur enleviez la peur, les excuses et les rationalisations, choisiraient le courage, choisiraient d'aider, choisiraient de se lever. Je crois que nous sommes meilleurs que nous ne le pensons. Et des histoires comme celle de Tessa le prouvent. Si cette histoire vous a ému, si elle vous a rappelé qu'une seule personne peut vraiment faire la différence, si elle vous a fait réfléchir au genre de personne que vous voulez être lorsque votre moment viendra, alors j'ai besoin que vous fassiez 3 choses. Premièrement, cliquez sur le bouton « J'aime ». Pas pour moi. Je ne suis que la personne qui vous raconte ce qui s'est passé. Mais pour chaque infirmière, chaque secouriste, chaque enseignant, chaque travailleur social, chaque personne qui se présente jour après jour à un travail qui exige tout d'eux et leur apporte si peu de reconnaissance. Rendons leur hommage ensemble. Montrons par nos actions que nous les voyons, que nous les apprécions. Reconnaissons que le monde fonctionne grâce à eux. Deuxièmement, abonnez-vous à cette chaîne car il existe des milliers d'histoires comme celle de Tessa qui méritent d'être racontées et je m'engage à les raconter. Chaque semaine, nous rendons hommage aux personnes qui défendent ce qui est juste, aux personnes qui refusent d'être de simples spectateurs, aux personnes qui rendent le monde meilleur simplement en y vivant et en choisissant encore et encore de faire ce qui est juste, même si c'est difficile, plutôt que ce qui est facile, mais mal. Et troisièmement, c'est le plus important. Postez dès maintenant un commentaire disant « Je soutiens Tessa ». Car lorsque les gens bien s'unissent, lorsque nous créons des communautés fondées sur le principe que nous ne tolérons pas les prédateurs, la corruption et la cruauté, ceux qui se livrent à ces pratiques perdent. Ils perdent leur pouvoir. Ils perdent la protection que leur offre notre silence. Ils perdent la sécurité que leur procure le fait que tout le monde détourne le regard. Construisons une communauté de personnes qui refusent de laisser les méchants gagner. Pouvons-nous atteindre 10 000 commentaires « Je soutiens Tessa » sur cette vidéo? Je crois que nous pouvons y arriver. Je crois qu'il y a 10 000 personnes qui regardent cette vidéo en ce moment et qui partagent mes convictions. Qu'une seule personne peut faire la différence. Que le courage est important. Que défendre les autres est ce qui nous définit en tant qu'êtres humains à notre meilleur. Inondons les commentaires et montrons au monde de quoi nous sommes capables. Merci d'avoir regardé. Merci de vous sentir concerné. Et n'oubliez pas, vous n'avez pas besoin d'un uniforme pour être un héros.
Vous n'avez pas besoin d'une formation spéciale, d'armes ou d'autorité. Vous devez simplement être prêt à faire ce qu'il faut quand cela compte le plus.